Bienvenue sur SoundPixel Lab. Le filtre est validé. Dans cette vidéo, nous allons choisir les composants et faire le montage définitif dans l'enceinte. Générique. Alors là, on va rentrer sur un terrain potentiellement miné. Sur SoundPixel Lab, nous sommes pragmatiques. Enfin, on essaie de l'être. Les composants, condensateur, résistance, inductance, sont définis par des paramètres électriques. Nous ne sommes donc pas vraiment enclins à croire au son des composants, et nos expériences respectives vont dans ce sens. Cependant, nous sommes comme tout le monde sujets à des biais de perception. Et comme le sujet de la perception est quelque chose qui est propre à chaque individu, il n'y a donc rien à dire de ce côté. Pour faire simple, sur le choix des composants, faites comme bon vous semble. Ici, nous n'aborderons que l'aspect technique. Si je devais tout de même faire une recommandation, basée principalement sur des aspects techniques, je dirais de choisir les composants d'entrée de gamme de chez Mundorf. Leur qualité de fabrication est excellente, les valeurs indiquées sont justes avec des tolérances faibles, et les prix sont acceptables. Pour les condensateurs, j'aime également la marque SCR, pour des raisons similaires à Mundorf. En plus d'être fabriqués en France, ils sont généralement un peu moins chers. Concernant les résistances, comme c'est un composant vraiment simple, tant que la puissance est bonne, que la valeur est précise et qu'elle n'est pas inductive, même si quasi aucune ne le sont, je n'ai pas de préférence. J'ai des Monacore, de Dayton Audio, les résistances de tous les haut-parleurs, bref c'est varié. Pour les condensateurs en série avec le signal, même si n'importe quelle technologie ferait le job, je préfère mettre des MKP. Les 250 volts sont bien souvent largement suffisants, même si les 400 volts sont parfois moins chers. Pour ceux qui se montent en parallèle, des MKP ou des chimiques non polarisés, peu importe. Alors oui, les chimiques vont s'user plus vite que des MKP ou MKT ou autres. Mais on est sur une échelle de temps qui se compte en plusieurs dizaines d'années. Et contrairement à des condensateurs d'alimentation, ceux dans un filtre d'enceinte sont nettement moins sollicités. Ensuite, vous pouvez choisir les composants en fonction de vos transducteurs. Pour une petite enceinte comme celle-ci, mettre des grosses selfs avec des condensateurs de 630 volts et de résistance de 50 watts, ça n'a pas de sens. Prendre des composants standards avec des haut-parleurs à plusieurs centaines d'euros ira très bien d'un point de vue fonctionnel et technique. Mais psychologiquement, on voudra probablement mettre un peu plus d'argent avec des produits estampillés haut de gamme. Bref, faites comme vous voulez. Pour le choix des résistances, en dehors de la valeur, il faut également choisir la puissance qu'elles vont potentiellement encaisser. Et on peut voir cette puissance dans V2X-CAD. Il faut aller dans View, puis dans Power Dissipation. Vous pouvez entrer ici la tension de sortie de l'amplificateur ou sa puissance selon l'impédance et même le facteur de crête. Le facteur de crête, c'est la différence entre le niveau moyen et le niveau max d'une musique. Sur des enregistrements de musique classique par exemple, le facteur de crête est souvent très élevé, donc un niveau moyen assez faible, mais des grands pics d'énergie. A l'inverse, sur de la musique moderne avec un fort taux de compression, c'est-à-dire une dynamique très faible, et donc un facteur de crête faible, le niveau moyen est très élevé. Vous avez sans doute entendu parler de ça sous le terme loudness war. Quoi qu'il en soit, plus le facteur de crête est faible, plus les composants seront sollicités. C'est pourquoi je vous conseille de le mettre entre 3 et 6 décibels. Ce petit grave médium tient 30 watts RMS et le tweeter 20 watts RMS, donc un maximum de 50 watts RMS environ. C'est ce que je vais rentrer comme valeur dans V2X-CAD. Je mets donc 50 watts pour 4 ohms puisque c'est le point minimal que l'on a sur la courbe d'impédance. Dans le cadre d'à côté, j'ai le type de signal que l'on envoie dans l'enceinte. Flat correspond à un signal constant sur toute la plage de fréquence, comme un sweep. C'est le cas le plus défavorable et c'est celui que je vais choisir, mais il faut être conscient que ce n'est pas un choix réaliste. Un signal musical n'est pas à fond sur toute la bande de fréquence. Un bruit rose est un peu plus réaliste sur ce point. Alors pourquoi ne pas prendre un bruit rose pour faire le calcul de dissipation des composants? En premier, ce sont principalement les résistances qui vont être impactées par ce choix.
et vu le prix de ces composants, que l'on ait une résistance de 3 watts ou de 25 watts ne changera pas le prix final du filtre. Ensuite, vous pouvez choisir les composants à visualiser et le type de vue. La puissance, le courant traversant le composant ou la tension à ses bornes. Je choisis la puissance et c'est assez clair, ce sont bien les résistances qui sont le plus impactées. Et c'est la résistance de 12 ohms qui doit dissiper le plus de puissance avec 14 watts max, ce qui est logique puisqu'elle fait l'atténuation de l'aigu. Ensuite, il y a la résistance de 10 ohms sur le RLC du grave médium avec presque 6 watts. Pour le reste, c'est vraiment anecdotique, on pourra donc prendre des résistances de faible puissance. Notons tout de même qu'avec un bruit rose ayant un début d'atténuation à 2000 Hz et un facteur de crête à 6 décibels, la résistance de 12 ohms ne doit dissiper que 3 watts. Donc dans les faits, je pourrais parfaitement me contenter d'une résistance entre 5 et 10 watts, mais bon, j'ai des résistances de 20 watts dans mon stock, donc pour ces deux composants, je vais rester sur quelque chose de probablement surdimensionné. Il n'y a que pour les autres résistances où j'ai acheté des 3 watts histoire de gagner un peu de place. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que la puissance maximale des résistances dites audio est généralement plafonnée à 25 watts, même dans les enceintes de sonorisation. Pour les inductances, en dehors de la 1,2 mAh du grave médium qui devra être assez grosse entre guillemets pour laisser passer le courant, il n'y a rien de particulier à noter. D'ailleurs, l'inductance à air ou à noyau? Il y a régulièrement des mesures de fait sur ce point et il s'avère que, dans le cas d'une inductance en série sur le signal, celles à noyau ont tendance à saturer plus rapidement et à générer de la distorsion harmonique qui peut s'ajouter à celle du haut-parleur. Cédric de Just Date a fait l'expérience et je vous mets le lien vers un article en description. Pour celle en parallèle, on prendra juste un petit modèle, qu'il soit air ou à noyau, n'a pas d'importance dans cette configuration. Il y a également un autre point à voir avec les inductances, c'est leur position l'une par rapport à l'autre et la manière de les fixer. Si vous utilisez un élément métallique magnétisable pour fixer l'inductance, vous allez modifier sa valeur, et pas qu'un peu. Vous passez d'une inductance à air à une inductance à noyau. Démonstration. Là, j'ai une inductance à air de 1,2 mAh, même valeur qui sera sur le grave médium, 1,19. Si je place une vis dedans, je monte à 1,56 mAh. Et si je regarde ce que donne une self de 1,5 mAh sur V2X-CAD, on creuse considérablement tout le bas médium et le médium. Et à la mesure, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas trop matière à débat ici, on ne fixera pas de self avec un élément métallique magnétisable. Ensuite, il y a le couplage entre les inductances. Lorsqu'un courant circule dans un fil, il y a création d'un champ électromagnétique autour de ce fil, et c'est encore plus le cas pour une bobine. Si vous avez une autre inductance à proximité, vous pouvez les coupler, elles vont s'influencer mutuellement. Leur valeur peut changer de manière aléatoire et il peut y avoir un transfert du signal d'une inductance à l'autre par couplage inductif. En gros, vous créez un transformateur audio. Et c'est complètement dépendant de leur position et de la distance qui les sépare. Dos à dos, c'est le pire des cas, on a un couplage parfait. Côte à côte comme ça, c'est pareil, couplage. Si vous avez vraiment un problème de place, le mieux est de les positionner en forme de T comme ça. Je vous mets ici une illustration des positions à éviter et à préférer, travail de Troels, et en description un article sur Just Date. Bon, maintenant que l'on a les composants, il va falloir les assembler et les fixer. Et là encore, il n'y a pas vraiment de recommandation particulière en dehors de ce que l'on vient de voir, en particulier avec les inductances. Vous pouvez les mettre sur une belle planche, bien rangée, sur des bornes à souder, sur un circuit imprimé, en vrac dans l'enceinte. Tant que vous n'avez pas de court-circuit, que les inductances sont correctement positionnées l'une par rapport à l'autre et qu'elles ne peuvent pas avoir l'influence d'une partie métallique modifiant leur valeur, vous êtes libre de faire le montage qui vous semble le plus pertinent avec votre usage. Pensez juste à bien fixer les composants. Troels n'aime pas les montages avec collier et colle chaude.
Personnellement, j'ai jamais eu à m'en plaindre si les deux sont associés. Vous pouvez aussi prendre de la colle type qui colle tout. Et si vous n'avez pas peur, l'option couler dans la résine, c'est pas mal aussi, mais c'est un peu définitif. Et où mettre le filtre? Le plus simple, c'est bien entendu dans l'enceinte. Mais pourquoi pas le mettre en dehors? C'est tout à fait possible, et c'est une décoration qui peut être appréciée lorsque l'on a des beaux composants, mais il faut respecter certaines choses. Comme pour le montage en intérieur, il faut évidemment faire attention au positionnement des composants entre eux. Mais surtout, il faut faire très attention à l'impédance des câbles allant du filtre à l'enceinte. Parce que rappelez-vous, un filtre passif travaille sur l'impédance. Imaginez que vous mettiez votre filtre à 2 mètres de l'enceinte, soit 4 mètres de fil aller-retour. Si la section n'est pas suffisante, vous allez à minima ajouter une résistance série, et on se retrouve dans la même situation qu'avec les pinces croco de mauvaise qualité. Si j'ajoute en série une simple résistance de 0,5 ohm symbolisant la résistance de 4 mètres de fil par exemple entre le filtre et le haut-parleur, on déséquilibre la réponse en fréquence de l'enceinte. Et encore, là c'est simplement une résistance. Si en plus on commence à enrouler le fil au pied de l'enceinte parce qu'il est trop long, on fait une inductance. De faible valeur certes, mais une inductance quand même. Si vous mettez votre filtre à l'extérieur, il faut avoir une longueur de fil assez courte et surtout une bonne section de câble, minimum 2,5 mm², voire plus. Et là, ce n'est pas une question de puissance à faire passer, mais bien d'impédance. D'ailleurs, c'est une problématique que l'on pourra rencontrer dans le cas du bicâblage ou de la biamplification. J'ai tous mes composants et je vais les monter sur une platine que j'ai imprimée avec des supports qui a la forme des composants. Elle va ensuite se fixer sur le pied, à l'intérieur de l'enceinte. Il a d'abord fallu que je trouve la bonne position pour tous les composants, pour que ça rentre dans la zone définie par le pied. Une fois que j'ai trouvé la bonne disposition, j'ai modélisé et j'ai imprimé le support. Je fixe les composants sur le support, voilà, et j'ai mis des colliers, quelques points de colle judicieusement placés pour tout verrouiller, et on a le filtre qui est prêt. Alors si vous avez bien suivi, vous devriez voir ici deux problèmes. Le premier, c'est l'inductance série sur le grave médium qui est à noyau. Et le second, c'est le positionnement de ces deux inductances qui n'est a priori pas optimal. Pour cette enceinte, que ce soit avec une inductance AR ou un noyau en série sur le grave médium, les niveaux de distorsion n'ont pas bougé. Le haut-parleur n'étant pas un foudre de guerre, la technologie de l'inductance n'a pas d'importance ici. J'ai donc pris celle qui était la moins chère et la moins encombrante. Mais attention, avec un haut-parleur plus performant, ça peut être notable. Je vous renvoie au test fait par Cédric sur Just Die en description. Concernant les deux petites inductances, comme il s'agit des cellules RLC du tweeter, il y a très peu de courant circulant dans celle-ci et donc très peu de rayonnement. L'influence mutuelle est donc très faible, voire inexistante, donc pas d'inquiétude à avoir, on reprend le montage. Petite faille temporelle, les enceintes sont terminées. Allez, je vous mets quelques photos du montage. J'ai assemblé le second filtre. J'utilise des connecteurs rapides pour raccorder les haut-parleurs et le bornier au filtre. Je mets de l'amortissant, une première partie directement depuis l'ouverture, puis une fois l'enceinte fermée, je termine le remplissage en passant par le trou des passifs. Je vais faire une dernière série de mesures pour vérifier que tout est bon et qu'elles sont similaires. Vous connaissez l'histoire, dans l'axe, hors axe, distorsion, champ proche et impédance. On commence avec les impédances. En dehors d'un petit décalage d'accord, le reste est rigoureusement identique. Les masses ajoutées sur les passifs sont les mêmes. J'ai même interverti un passif d'une enceinte à l'autre, mais ça ne change pas l'accord. Donc la seule différence serait une variation des paramètres TL & Small du petit grave médium. Pour 2 Hz, dans une plage de fréquence où l'enceinte n'a pas plus d'action, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Objectivement, non. Mais je l'ai quand même fait. Voici les deux impédances à l'air libre des deux haut-parleurs après un temps de chauffe. On voit bien une différence sur la fréquence de résonance entre les deux haut-parleurs. 59,9 Hz pour le premier, 55,4 Hz pour le second.
4,5 Hz de différence. En soi, ce n'est pas un problème, encore une fois, on est sur un décalage à 2 Hz une fois l'enceinte terminée, et il y a fort à parier que les deux haut-parleurs soient parfaitement dans les tolérances du fabricant. J'ai fait ensuite une mesure avec une tension de 2 volts RMS à l'entrée de l'enceinte pour connaître sa sensibilité globale pour 1 watt. On a environ 77 décibels de sensibilité. Ce n'est pas énorme, mais c'est assez classique de ce genre d'enceinte. Il s'agit d'un petit haut-parleur prévu pour descendre le plus possible dans le grave, donc avec une sensibilité naturelle déjà assez faible. Il est donné pour 86 décibels à 1 mètre, avec une tension de 2,83 volts, ce qui correspond à 2 watts pour une impédance de 4 ohms. Ajoutons l'effet de baffle à compenser et le filtre qui va aussi rogner un peu sur le niveau, on aura forcément une sensibilité moindre. Bref, ce n'est en soi pas dramatique ici, l'enceinte n'est pas faite pour sonoriser 200 mètres carrés. Sur les réponses en fréquence dans l'axe, on est clairement sur des courbes identiques, ou pas loin. Il y a juste la fin de bande qui est différente. Si on compare les hors-axe, on voit bien que les deux enceintes ont des réponses similaires en dehors de la fin de bande du tweeter. Alors il s'agit très certainement d'un défaut sur le tweeter que j'ai. La réponse en fréquence de la documentation constructeur montre bien une fin de bande sans accident. Du coup, est-ce que je change le tweeter? À 18 € pièce, ça pourrait être une idée, mais l'accident se trouve à partir de 11 kHz et le pic vraiment marqué est à 15 kHz. On est dans une zone de fréquence où il y a moins d'informations, mais de toute manière à partir de 16 kHz, j'entends plus grand chose. Ici nous avons les passifs en champ proche. On retrouve bien le décalage d'accord que l'on voyait sur l'impédance. Décalage présent sur les mesures en champ proche des graves médiums. Il est intéressant de noter ici que les passifs n'émettent pas d'autres fréquences que leur accord. On retrouve ce que l'on avait vu lors des tests sur les évents. Et pour une enceinte servant en écoute de proximité, dans l'atelier pour mon cas, c'est plutôt une bonne chose. On continue avec les distorsions, ici avec un niveau de 85 décibels à 1 mètre et le micro positionné à 30 cm de l'enceinte dans l'axe du tweeter. On peut voir un niveau de H3 assez élevé, entre 300 et 2000 Hz, et surtout au-dessus de la H2. Si on ne regarde que ces mesures, on pourrait se dire que c'est élevé et qu'il risque d'y avoir une coloration, voire une agressivité. Or, ce n'est pas franchement le cas, du moins je n'entends pas de choses problématiques. Mais alors pourquoi? En premier lieu, si le niveau sonore d'écoute est faible, le niveau des distorsions sera très faible. Si on prend en compte le bruit de fond de la pièce, il est plus que probable d'avoir le niveau de distorsion noyé dans celui-ci, donc inaudible. On peut également signaler les effets de masque. C'est une zone autour de la fondamentale où les harmoniques vont être masquées par celle-ci. Je vous mets une petite courbe juste là pour illustrer la chose. Et comme déjà évoqué, les harmoniques problématiques sont surtout celles de rang impair. Ce sont elles qui vont apporter soit une coloration désagréable, soit une agressivité lorsqu'il s'agit d'un pic de distorsion très marqué. C'est un sujet compliqué faisant intervenir énormément de variables, il faut donc bien faire attention à ne pas interpréter rapidement ou surinterpréter les mesures. Et de toute manière, avec des petits haut-parleurs comme ça, pas chers, qui descendent assez bas, le niveau de distorsion ne pourra être qu'au-dessus de la moyenne. On ne peut pas tout avoir, il faut faire des compromis. Maintenant, ça dit quoi à l'écoute? Eh bien ça marche, et ça marche même plutôt bien, c'est vraiment agréable, je ne ressens pas d'agressivité ou de problème particulier. Dans mon salon, d'un volume assez grand, c'est même vraiment bien. L'équilibre tonal est bon, on enchaîne les morceaux sans souci, et malgré sa petite taille, il y a une bonne assise comme on dit. Alors évidemment on va pas aller chercher l'infra, mais elle n'est pas timide non plus. Sauf que, une fois dans l'atelier, le bas du spectre est vraiment en avant. La cause est assez simple, le lieu. En premier, l'atelier est une petite pièce, le room gain augmente pas mal le niveau dans le bas. Ensuite, il y a la courbe de réponse naturelle de l'enceinte qui possède une petite remontée de niveau sous les 200 Hz. Alors, ce n'est pas véritablement un souci de filtrage, on voit bien à la simulation et à la mesure que la courbe remonte un peu sous les 250 Hz. Je pourrais mettre une self de 1,2 mAh avec une DCR plus forte pour réduire un peu le niveau dans le bas médium, mais je ne gagnerais finalement pas grand chose. Et même sur ce genre de petite enceinte, c'est assez régulier de voir un bas médium un petit peu plus au-dessus, histoire d'apporter un peu de matière dans le bas et donner l'impression d'avoir une grosse enceinte.
Mais dans l'atelier, c'est un peu boomy, comme on dit sur certains morceaux, contrairement au salon. Bon, du coup, je m'en accommode et je fais simplement une petite égalisation avec Equalizer APO sur l'ordinateur qui est la source audio ici. Suivant le local où vous installez votre système, il y aura toujours un peu d'égalisation à faire. Même si notre système auditif a une capacité d'adaptation assez grande, il faut partir d'une base la plus saine possible. Si vous avez une enceinte complètement aux fraises, dans une acoustique médiocre, vous pourrez appliquer toutes les égalisations que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Dans l'atelier, l'acoustique n'est finalement pas si mal, comparé au volume, et comme l'enceinte est, je pense, plutôt bien née, je n'ai pas grand chose à faire pour corriger la réponse en fréquence et apprécier l'écoute. Voilà pour cette petite série de vidéos. J'espère que vous avez aimé suivre la fabrication et la mise au point de ces enceintes et que vous avez appris des choses. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Sound Pixel Lab.